Au bout du fil, on vous en a parlé. On a la chance de jaser avec Maître Frédéric Bérard, qui est avocat, enseignant, auteur et chroniqueur. Salut Fred. Salut Yannick. Comment allez-vous, mon cher monsieur? Ça va comme c'est venu, cher ami, vous de même. Oui, ça va bien, malgré l'actualité qui est un peu lourde avec cette disparition de cette fillette de 3 ans, la petite Todd. C'est Bell, excuse-moi, c'est Rachel Todd, c'est sa mère. Claire Bell, c'est cette jeune fille qu'on recherche partout. Alors là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a trouvé l'animal qui l'accompagnait, mais on n'a toujours pas trouvé l'enfant. C'est à chaque heure qui avance, on se dit que c'est peut-être un enfant morte qu'on va trouver finalement. Oui, écoute, rendu là, je sais que de ce que j'ai compris, du moins, les efforts policiers sont au rendez-vous. Là, il y a des patrouilles, ils ont fouillé de fond en comble l'immeuble de plusieurs appartements hier encore. Donc, gardons espoir, mais tout ça est assez... De ce que j'ai vu des reportages médiatiques là, qui sont nécessairement incomplets, je présume, tout ceci est assez flou, c'est assez nébuleux. Là, ça m'a l'air d'être une assez spéciale histoire, merci. Ouais, puis là, on regarde un peu du côté de la mère, puis on s'aperçoit que son TikTok est rempli de moments qui sont extrêmement troublants. Une femme qui semblait être isolée, avoir de grosses problématiques au niveau personnel, mentionne qu'elle a beaucoup trop de lourdeur sur ses épaules pour continuer à en prendre plus. Et dans la dernière vidéo qui a été faite au moment où l'enfant pratiquement a disparu, là, quelques heures avant, elle est assez cinglante. Je vais te faire écouter ça. You try that again, and this is gonna get ugly. Tu essaies ça encore une fois et ça va devenir vraiment mauvais, là. J'ai compris aussi qu'elle était débarquée dans un commerce un peu l'air confus, pieds nus. Écoute, je suis pas psychiatre, là, puis je veux pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je pense que c'est assez évident que cette dame-là est en détresse. Et là, évidemment, il y a un enfant qui est à charge, là, qui est nécessairement coincé dans tout ça. C'est assez atroce, merci. Justement, tu sais, on t'appelle aujourd'hui, Frédéric Bérard, parce que tu es avocat. Là, l'enquête vient de tomber dans une matière criminelle. La différence entre la communication puis une enquête qui est, somme toute, plus sociale, disons-le comme ça, au départ, et quand elle tombe au niveau criminel comme ça, c'est quoi les barèmes que tu connais sur lesquels on ne doit pas trop s'avancer parce que ça pourrait nous nuire en cours? Ben là, évidemment, je pense, de ce que je comprends, qu'il y a une enquête policière formelle là, qui a été lancée. Pourquoi? Ben parce que les gens ont vu la vidéo dont parlait Yannick. Les gens ont vu les reportages et là, les policiers se sont dit, clairement, il y a un risque précis que la dame en question, je vais le dire un peu crûment, là, mais ait abandonné son enfant ou l'ait peut-être même tué. Là. Je suis désolé des mots un peu raides, mais c'est quand même ça. Donc, les policiers se disent la sécurité de l'enfant en question est en cause. Ça semble assez évident. Donc, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans le jugement parental. Là. C'est pas le parent au centre d'achat qui laisse son enfant crier en arrière. Là. On est une coche au-dessus. Là. Dans le premier cas, évidemment, les policiers s'en mêlent pas. Dans le deuxième, là, c'est clairement une autre histoire. S'ajoute à ça la pression populaire, la pression médiatique. Donc, à mon sens, les policiers fouillent actuellement en se disant la personne responsable, la suspect numéro 1, c'est nécessairement la mère. Ceci dit, sur la question, parce que je pense que c'est là que tu t'en allais, Pascal, en quelque sorte, sur la question de l'alerte en Amber, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que c'est que ça a été créé, ça, dans les années 90, puis on fait attention. Hein. L'alerte Amber, c'est pas n'importe quoi non plus. Il y a des critères à respecter pour les policiers. Le premier critère, ça prend quelqu'un de moins de 18 ans et qu'on ait des motifs raisonnables de croire à un enlèvement. Deuxième critère, c'est que la sécurité de l'enfant, physique ou psychologique, mais surtout physique, soit en cause. Et troisièmement, que les informations qui pourraient être obtenues au suite d'une alerte Amber pourraient mener justement aux retrouvailles en question, pourraient permettre de savoir où se trouve l'enfant. Donc, ici, de ce que j'ai compris, c'est ce que les policiers ont mentionné, c'est que non, l'alerte, elle devrait pas s'appliquer pour tout de suite, ça prend des critères assez bêtes. Moi, j'ai l'impression qu'ils se disent tout simplement que la mère n'a pas pu enlever son enfant, ce qui
comment je te dirais, dans un sens, est un peu logique, là. C'est pas comme, par exemple, une garde partagée, puis le père part avec les enfants, comme on a déjà vu là, c'est autre chose. Si la mère a la garde de l'enfant, ben, tu peux pas enlever un enfant qui te la garde, de toute évidence. Sauf que là, moi, ce que je reproche peut-être, puis je le dis avec beaucoup de minutie, beaucoup de précautions, là, parce que je veux pas lancer des roches inutilement, mais je pense que les policiers ont une lecture très, très, très littérale, très, très, très exact. By the book, c'était mieux de ce qu'est la condition première, et pourquoi? Qui est celle de l'enlèvement. Parce que ça peut-tu les nuire? Peuvent-tu se faire rabrouer quoi que ce soit dans le droit? Tu sais, c'est là où on se demande pourquoi est-ce que cette lecture-là est aussi stricte? Qu'est-ce qui est derrière? Ben, moi, sincèrement, ça, faudrait demander peut-être aux policiers, là, mais moi, j'essaie de voir, parce que quand tu m'as lancé ça hier soir, je me suis questionné, c'est quoi le pire qui peut arriver, là? Le pire qui peut arriver, c'est qu'il lance une alerte Amber. Bon, tant qu'à moi, le pire, ce serait que ça ne serve à rien, puis qu'on ne retrouve pas l'enfant ou qu'on la retrouve décédée. Mais la mère va poursuivre des corps policiers parce qu'ils ont lancé une alerte Amber? Je veux dire, devant les tribunaux, mettons une poursuite au civil, devant les tribunaux, ça ferait pas sérieux, là, parce que le juge analyserait la vidéo que Yannick a fait jouer tout à l'heure, analyserait les reportages sur le fait qu'il est débarqué pieds nus, tout mêlé, dans un centre d'achat, commerce, XY, peu importe. Et le juge se dirait, ben écoutez, madame, oui, évidemment, là, les critères sont précis, mais c'est parce que là, moi, je vais favoriser une lecture plus libérale, qu'on appelle, plus généreuse des conditions, c'est-à-dire on va en rentrer plus qu'on va en rentrer moins, compte tenu de la situation. Maître Bérard, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression que la Sûreté du Québec n'a pas appris de l'affaire Carpentier. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur l'affaire Carpentier. La Sûreté du Québec a vraiment mal paru dans toutes les enquêtes qui ont été faites. Rapport du coroner étoffé, là. Rapport du coroner qui mentionne que l'alerte Amber, ça a été fait plutôt de façon tardive. Dans ce dossier-ci, je suis entièrement d'accord, quand on lit les paramètres là, pour déclencher une alerte Amber, ça ne correspond pas à ça. Mais souviens-toi, Fred, là, je pense que ça va te faire sourire, pendant la fameuse pandémie, ils nous ont tous rejoints pendant le temps des fêtes sur nos cellulaires pour nous dire qu'on avait un couvre-feu. Donc, le gouvernement est en mesure de peser sur un piton pour tous nous rejoindre puis que ce soit sectoriel. Donc, pourquoi la Sûreté du Québec, plutôt que de déclencher une alerte Amber, là, parce que si c'est au sens littéral, ça ne s'adapte pas, on aurait pu prendre le même piton puis peser sur le piton en disant on recherche une petite fille de 3 ans. Ouais, ça, écoute, tu fais bien de le mentionner, là, Géry, parce que ça nous a tous marqués, puis moi, je me souviens très bien quand j'ai reçu ce message-là. J'étais en train de faire des pâtes. J'étais avec un de mes amis, puis je me suis dit, là, ils viennent de franchir la ligne, ça exact. va leur péter sur la gueule. Bon, puis évidemment, ça, c'est des questions de couvre-feu. Tant qu'à moi, ta réflexion est vraiment intéressante, mais c'est sûr qu'il faut faire attention aussi parce que c'est pas tout à fait le même mécanisme. Moi, je pense que cette espèce de couvre-feu-là, dans l'alerte pour le couvre-feu pendant la pandémie, ça avait aucun maudit bon sens. Là, c'est aller vous coucher les enfants, vous surveille. Là. Ouais. C'est entre ça puis vivre dans un état policier, je sais pas trop c'est quoi la différence. Je comprends. Moi, je leur en veux pas, Frédéric Bérard. Ce que je dis, c'est que on a les moyens de le faire sans passer par l'alerte Amber. Est-ce qu'on pourrait permettre à la Sûreté du Québec ou aux services policiers des villes d'utiliser ça? Il allait là. Moi, ce que j'allais dire, c'est moi, je leur en veux parce que on n'utilise pas ça pour le fun, là. Puis moi, j'ai pas le goût de vivre dans 1984 d'Orwell, là. Bon. Ouais, mais c'était une histoire de sécurité publique parce qu'il y avait déjà cet engrenage-là, tu sais, puis ça donne beaucoup plus de possibilités au gouvernement? Oui, ben c'est ce qu'il disait, c'est bon, sécurité publique, santé publique, patati patata, mais moi, c'est un peu ça ce que j'essaie de dire, c'est on n'utilise pas des alertes Amber pour le fun. Maintenant, l'alerte Amber, ça a été créé pour quoi? Ça n'a pas été créé pour des couvre-feux pendant une pandémie, ça a été créé pour retrouver des enfants disparus. Mm-hmm. En droit, il y a 2 manières de lire un texte. Il y a une approche qui est très, très textuelle, si je peux dire, puis il y a une approche qu'on appelle téléologique. Ça a l'air technique, ce que je dis là, mais vous allez voir, c'est assez simple. Textuel, bon, ben c'est écrit ça, mot pour mot, OK, ça va être ça. C'est pas un enlèvement ici, donc on oublie ça. Et l'approche téléologique, à l'inverse, c'est quoi? C'était quoi l'idée, par exemple, du législateur? C'était quoi l'idée de la création d'Alert Amber? Ben l'idée, à ce que je sache, c'est bien de retrouver des enfants disparus qui sont en détresse pour lesquels on craint en ce qui a trait à leur sécurité, puis on se dit, ben avec l'alerte, on va peut-être pouvoir les retrouver. Tant qu'à moi, c'est pas mal ça qui est en train de se passer, là.
On va arrêter de niaiser. Là. Madame X n'a pas enlevé son enfant au sens classique du terme, évidemment. Mais si elle-même est plus trop sûre d'où elle l'a laissé, parce que c'est ce qu'elle a dit au magasin X quand elle est rentrée, elle est tout mêlée, ben là, on a le droit de s'aider aussi un peu. Puis moi, je vois pas comment un juge pourrait taper sur la tête des policiers par la suite s'il lançait une alerte Amber. Bien, Frédéric Bérard, t'es avocat, enseignant, auteur, chroniqueur. Je viens de te trouver un nouveau dossier. C'est justement tenter de faire changer les paramètres au Québec pour ce qui est de l'alerte Amber. T'as du temps en masse, anyway? Pas occupé pantoute. Non, mais c'est quand même un problème de société en ce moment. C'est quelque chose sur lequel on comprend pas, Yannick et moi, depuis hier. Pourquoi on s'est pas penché là-dessus? Ça fait 5 ans environ, l'affaire Carpentier. Il y a eu le rapport du coroner. Il y a eu des choses qui ont été édictées. Il y a 2 jeunes filles qui sont décédées justement parce que, peut-être, honnêtement, puis on le saura jamais, puis c'est la grande peine de la mère et de la famille là-dedans de se dire, et si quelques heures avant, on lançait cette alerte-là, puis des gens les voyaient, puis se disaient, c'est pas une famille normale qui se promène dans la forêt, par exemple. Tu sais, c'est terrible, là. Oui, non, puis moi, tu sais, je fais toujours attention avec l'adage qui dit, la fin justifie les moyens. Tu sais, tu peux pas faire n'importe quoi en disant mon objectif est louable, mais ici, là, je parle juste en avocat. Quand on parle d'enlèvement, je le répète, au sens classique, non, c'est pas un enlèvement, mais on est capable en droit d'étirer l'élastique. Là, on n'est pas tous des fous, là. C'était quoi l'objectif de l'alerte Amber? C'est de retrouver des enfants en détresse. Tant qu'à moi, si ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on parle en ce moment-ci, je vois pas trop, là, qu'est-ce qu'il pourrait le faire. Puis, mettons, d'envoyer des textos comme ça, quand c'est pas une alerte Amber ou autre, que si les policiers décidaient de le faire, puis utiliser, nos textos, nos cellulaires comme moyen de communication direct, faudrait-tu que ça passe par une grande approbation au ministère de la Justice, puis des débats, mettons, entre avocats? C'est sûr que là, c'est un peu pour ça que je faisais du pouce sur ce que disait Yannick là, pendant la pandémie. Tu sais, moi, mon cellulaire, là, je veux dire, c'est quand même pas non plus, c'est pas une cloche de récréation. Là, tu sais, je veux pas qu'on se mette à piocher là-dessus pour un oui, pour un non. Mais je pense franchement que les Québécois, les Québécois de manière générale, quand ils voient une affaire du genre, trouvent ça tout à fait correct et légitime qu'on leur fasse part de la disparition sur leur cellulaire. Bon, maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir, tout ça pour te dire quoi, est-ce qu'il pourrait y avoir un contrôle a priori? Moi, je connais pas le mécanisme même à l'intérieur des corps policiers. Je veux dire, c'est qui décide de peser sur le piton? C'est quoi l'autorisation qui est donnée? Qui la donne? Dans quelles circonstances, au-delà de ce qu'on vient de dire? Ça, franchement, il faudrait demander aux policiers. Mais est-ce qu'on pourrait se dire, socialement parlant, oui, dans certains cas qui rentrent peut-être pas dans les critères classiques, il y a peut-être une autorisation spéciale qui peut être demandée au ministre de la Sécurité publique, par exemple. Et qui lui, il dit, oui, OK, c'est beau, let's go, on paye sur le piton. Ça se pourrait. Je veux dire, c'est pas du génie nucléaire, là. Non, c'est ça. Puis ce qui est hallucinant, c'est que dans l'affaire des petites Carpentiers, c'est l'émission Enquête qui s'était penchée sur le dossier, puis avait réussi à avoir des témoignages de plusieurs policiers, des ex-policiers de la Sûreté du Québec, qui avaient travaillé sur l'opération, puis qui parlaient des ratés. Et là, ça avait foutu en rogne Geneviève Guilbeault, qui était pas du tout au courant de ça. Et elle a dit, j'ordonne le déclenchement d'une enquête publique. Et c'est le coroner Luc Malouin qui était responsable de cette enquête-là. Et quand il a déposé son rapport, il a conclu que la Sûreté du Québec aurait dû envisager le pire des scénarios dès la soirée des disparitions. Il blâme également une préparation inadéquate pour les recherches sur le terrain et un manque de communication dans la hiérarchie policière. Il propose entre autres de déclencher rapidement une alerte aux médias dans les dossiers de disparition d'enfants, d'assurer la présence de 2 enquêteurs lors de la disparition d'un enfant de moins de 13 ans, d'envisager systématiquement la disparition d'un enfant de moins de 13 ans comme le pire des scénarios. Et enfin, il a suggéré de mettre en place des protocoles de partenariat et de collaboration avec les différents corps policiers et les autres agences. Et ces protocoles-là doivent être clairs, précis et facilement accessibles. C'est noir pour sur tous les blanc, agents. applicable à ce qu'on vit aujourd'hui, ce que Yannick lit là. C'est en 2023. Écoute, je me souvenais pas de ça, mais clairement, on s'est interrogé sur la problématique, puis je veux dire, c'est ça qui est plate souvent avec ces recommandations-là, hein, le nombre de fois que c'est tabletté, alors qu'on a pris la peine d'engager des ressources humaines, des ressources financières, des ressources de temps, et puis par la suite, on regarde à côté. Donc moi, je le répète, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a des efforts à faire qui ne sont pas si complexes que ça, là. Tu sais, ce que tu viens de lire là, Yannick, là, je veux dire...
pas besoin de se casser la tête bien longtemps, là. C'est des trucs un peu de base. Comment se fait-il qu'on n'en est toujours pas là, malgré ce qui s'est produit? Ça, franchement, c'est une question posée à Geneviève Guilbeault, qui en a déjà, cela dit, pas mal, pas mal dans sa besace. Mais ça devrait pas quand même jouer, tu sais, selon les politiciens, leur horaire, ce qu'ils ont sur leur assiette. Effectivement, ils sont dans le jus, puis la CAQ est plus dans le jus que jamais. Mais ça devrait pas jouer, tu sais, c'est quand même des choses qui ont été discutées en 2023. Puis c'est pas contre toi, c'est juste un message conscient que je passe en ce moment. Oui, moi, tout ce que je dis, c'est que, non, je blaguais par rapport à Guilbeault, mais si jamais la SQ, pour X raison, était mal à l'aise de déclencher une alerte au-delà des critères précis, des 3 critères précis dont on discutait, ben, qu'est-ce qui empêche qu'elle recommande à la ministre de la déclencher, puis celle-ci prend... Moi, je suis pour ça l'imputabilité politique, là. Fait que soit la ministre qui se gage, je le fais ou je le fais pas, puis après ça, ben, c'est elle qui se fera achaler en chambre si elle l'a échappé, là, de toute évidence. T'sais, on veut ça en démocratie, on veut un gouvernement responsable, c'est-à-dire un gouvernement qui rend des comptes. Et là, on le voit bien avec le fiasco de sa clique et compagnie. Tout le monde dit, moi, je le savais pas, c'est pas moi, je suis pas au courant, papapi, papapa. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est la démocratie représentative, ça fait en sorte qu'un ministre qui est là, ben, il faut qu'il prenne les responsabilités de son ministère, incluant les satellites, comme par exemple la SQ. Fred Bérard, t'es avocat, enseignant, auteur, chroniqueur. T'as déjà infiltré Guantanamo. Tu dois en connaître un bail sur les droits de la personne. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Canada, on peut pas garder une personne sans accusation plus de 24 heures, à moins que les crimes se soient commis pendant la fin de semaine. Là. Mais le 24 heures, c'est primordial. Puis c'est la raison pour laquelle on a donné une accusation d'abandon d'enfant hier, c'est ça? Oui, ben en fait, le principe, Yannick, tu vas peut-être être surpris de l'entendre, mais il remonte à pas mal longtemps. Là. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, 1215, ça fait quand même un petit bout. Là. Et donc, c'est justement là-dedans, là, en 1215, la Magna Carta, la grande charte, qu'on l'appelle en Angleterre, a été adoptée, puis il y avait toutes sortes de dispositions là-dedans, dont une qui visait ce qu'on appelle l'habeas corpus. L'habeas corpus, qui est en latin, évidemment, c'est quoi? C'est le droit qu'un individu a de faire contrôler sa détention. En d'autres termes, si l'État vous détient, si l'État vous prive de votre liberté, ben, on veut s'assurer que vous ayez le droit, comme individu, de demander à un juge impartial, qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi je suis détenu? Et là, c'est à l'État de venir dire pourquoi vous l'êtes. Et pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce qu'on veut éviter l'arbitraire de l'État. Hein? On veut éviter que des policiers ou que des représentants de l'État autres puissent vous priver de votre liberté sans rendre de compte. Donc, ça va être au juge de décider est-ce que ça a de l'allure ou est-ce que ça n'a pas d'allure. On le voit, là, ce qui se passe aux États-Unis. Là, Christine Noem, là, une des sbires de Trump, est allée dire que l'habeas corpus, c'est le droit du président d'expulser des gens du pays puis de révoquer leurs droits fondamentaux. Elle a absolument rien compris. C'est tout à fait le contraire à 1000 là. Ça peut pas être plus le contraire que ça. Ce qui me rassure pas, c'est que le secrétaire d'État à la sécurité publique, imagine-toi, c'est cute, ça t'as même pas aucune idée de ce qu'est l'habeas corpus, qui est par ailleurs le plus vieux droit fondamental qui existe. Hein? À l'époque, le roi vous sacrait en prison pour un oui, pour un non, vous n'aimez pas la face. Puis à un moment donné, on a fini par se dire, ouais, ben c'est bien beau qu'il m'aime pas la face, mais c'est pas un motif suffisant, ça, pour m'emprisonner. Donc, tu vois, c'est ça le concept, ça a été ajouté aux chartes des droits. T'as ça, par exemple, à la Charte canadienne, à l'article 11, et c'est donc un droit qui est constitutionnel. Et on a décidé que la règle du 24 heures, sauf les fins de semaine, là, tu l'as bien expliqué, était la règle qui devait s'appliquer ici pour éviter justement les dérapages. Ce qui fait en sorte que ça n'empêche pas que dans les prochaines heures, les prochains jours, elle puisse être accusée de d'autres choses. Là. On peut quand même l'accuser d'autres choses dans les prochains jours. Ça s'ajoute. Ah, ben oui, mais ça change rien. Puis, qu'on se comprenne bien, l'habeas corpus, là, c'est pas le droit d'un bandit de partir à la course. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est simplement de dire, pourquoi je suis ici? Tu parlais de Guantanamo, c'est le meilleur exemple, parce que les gens de Guantanamo, pendant plusieurs années, dans plusieurs cas, n'avaient même aucune idée pourquoi ils étaient là.
il n'y avait pas d'accusation, là. Ouais. Il n'y a pas d'habeas corpus à Guantanamo. Puis il y en a là-dedans qui il y avait des pas propres, évidemment, mais il y en avait d'autres, des innocents, qui s'étaient retrouvés dans un appart avec son beau-frère, puis le beau-frère était chum avec un pas propre. Puis là, Tim, ils ont ramassé tout le monde. Le gars, après 3 ans, Guantanamo, savait toujours pas pourquoi il était là. C'est ça qu'on veut éviter dans un État de droit qui a de l'allure. Puis l'habeas corpus, c'est-à-dire le contrôle de la légalité de la détention, c'est souvent ce qui distingue un État de droit d'un État policier, essentiellement. Non, c'est ça. Yannick, il dit des niaiseries à grandeur de journée. S'il fallait que je sois prise pour ces niaiseries dans la même arrestation, mettons, radiophonique, je serais pas heureuse, là. Ouais, moi, je serais pas, malheureusement, un juge impartial dans cette histoire-là, parce que je l'aime bien, moi, Marceau. Ben, je l'aime bien, mais le nombre de niaiseries qu'il dit, là, quotidiennement, là, je veux pas... mais peut-être en conclusion sur au moins l'affaire qui se passe en ce moment avec la petite Claire Bell, là. Ma question, moi, c'est, tu sais, on a un ministre de la Justice qui est Simon-Jolin Barrette, qui, lui, bon, est avocat. Est-ce que c'est vraiment une opinion que je te demande, là, en ce moment, si tu veux pas répondre, tu as le droit, mais c'est-tu la meilleure des choses qu'on peut avoir au sein de ce ministère-là? Un avocat qui connaît les rouages, ou c'est un mal pour un bien ou un couteau à double tranchant? Ben, le ministre de la Justice a toujours été un avocat pour une raison évidente, c'est qu'en même temps qu'il est ministre de la Justice, il est aussi procureur général du Québec. Donc, c'est lui qui autorise, par exemple, les accusations, c'est lui qui autorise les poursuites au civil, c'est lui qui gère un petit peu. Donc, en d'autres termes, il y a un double statut, là. C'est pas seulement un ministre, c'est le représentant de l'État aussi en ce qui a trait à la justice, même de manière très concrète. Puis donc, pour le reste, oui, c'est un avocat, mais tu sais, bon, Simon-Jolin Barrette, c'est bien documenté. Moi, je suis toujours pensé que c'est le pire ministre de la Justice qu'on n'a jamais eu, là. Ben franchement, là, tu sais, il a plaidé 10 minutes en droit là, à la cour municipale, puis il a été nommé ministre tout de suite après. Fait qu'il n'y a pas d'expérience comme avocat, absolument pas. Est-ce que c'est une arme à double tranchant? Bah, je sais pas, vous aucune idée là-dessus, mais moi, tu vois, je le verrais plus comme étant une responsabilité du ministère de la Sécurité publique, c'est-à-dire la ministre qui est en charge de la Sûreté du Québec et des opérations sur le terrain, hein, parce qu'on le voit bien, là, il y a une question d'urgence là-dedans, et là, c'est pas le temps de tomber dans les avocasseries, là, tu sais, il faut respecter la loi, évidemment, il faut respecter les critères aussi, mais il y a une question d'efficience, là, donc, je pense que quelqu'un qui, techniquement, est en charge de la SQ ou n'importe quel autre corps policier, devrait être la personne désignée pour déterminer ce qu'il en est, ces alertes Amber. Frédéric Bérard, avocat, enseignant, auteur, chroniqueur, tu m'as fait bien rire ce matin. J'ai été voir de quoi tu nous jasais sur le site de Nouveau Info dans tes chroniques. Puis le petit Adolphe, là, j'ai éclaté de rire. J'étais ici à 6h15 le matin. Il était 6h15 du matin, puis je braillais de rire. Comment ça peut arriver? Explique ça à Pascal, là. Comment tu as pu rencontrer le petit Adolphe? Ben, écoute, toi, t'as trouvé ça drôle, mais moi, quand j'étais là, je trouvais pas ça. Faire une histoire courte, et là, j'ai pas mentionné le nom de l'école ni la région parce que je veux préserver l'anonymat du TQ, puis de ses parents, j'ai moins d'empathie un peu, là, mais tu sais, pour ce gars, il a rien demandé, là, lui, là. Fait que je débarque dans une école secondaire, blablabla, puis le prof m'avertit, il dit attention, il dit il y a des jeunes trumpistes là-dedans, masculinistes, ils vont essayer de te challenger parce que je fais des petites capsules là, sur Facebook, Instagram qui s'appellent Make Fascism Great Again, et le prof les fait regarder à ses étudiantes dans la classe, puis il les commente, puis là il dit tu vois, il y a pas mal de trumpistes, il y a 10, 12, 15 trumpistes là qui vont peut-être te sauter d'en face, tu veux que tu le saches. Bon, j'étais comme je suis quand même pas allé dans une école secondaire pour me faire écœurer là. Parce que Chris, ça paraît pas, là, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, là, tu sais, je veux bien y aller, moi, pour essayer de comment je dirais ça, faire un apport, comment je dirais, positif à la démocratie, là, même me faire écœurer par des morveux, là, ça, je suis pas sûr que j'ai vraiment le temps pour ça, mais en tout cas, je débarque là, puis je suis de bonne foi, ok, blablabla, puis là, je la vois, la petite gang de baveux, là, sont à droite, puis tu sais, c'est un gros amphithéâtre, puis il y a pas mal de monde, une centaine, là, il y a ils ont 4 classes, là, tout le monde est là, en tout cas. Et puis là, je leur demande c'est quoi la démocratie, c'est quoi le fascisme, blablabla. Puis quand je demande c'est quoi le fascisme, il y en a un qui lève la main, un des petits morveux. Il dit ben ça, il est en Allemagne. Je dis oui, en partie, c'est quoi ton nom? Il dit c'est Adolphe. Et là, moi, je suis sûr comme il fait partie clairement de la gang des petits baveux, je suis sûr que c'est une joke qu'ils ont stagée pour
pour me planter, tu sais. Puis là, j'hésite, je me dis, qu'est-ce que je réponds à ça? Ça se peut pas, là. Je peux pas plus m'empêcher, je dis, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle, là. Il y a des millions de morts, là. Tu fais de l'Holocauste, tu fais d'Hitler, c'est vraiment pas des blagues à faire ou quelque chose comme ça. Puis là, tout le monde part à rire encore plus fort. Je me dis, c'est quoi cette gang de dégénérés, de scrupules? Je leur parle de l'Holocauste, puis ils rient. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'était juste une trollée de mauvaises personnes. Tu sais, j'en revenais pas. Qui sont jeunes et qui vont concevoir notre société dans pas long. Oui, non, c'est ça, ça va bien, là. Et là, il y en a un qui dit, monsieur, c'est parce que c'est son vrai nom, Adolphe. Ouais. Et là, j'en revenais pas. J'ai dit, hey. Puis là, on a enlevé ça dans le texte à nouveau parce que je voulais pas, bon, en tout cas, mais, tu sais, je me disais, cet enfant-là, il peut poursuivre ses parents, ça n'a pas de maudit bon sens. Avez-vous vu le film Le Prénom? Non, pas du tout. Patrick Bruel qui joue dedans. Mais c'est justement là-dessus, je vends le punch, là, parce que sinon, ça sera pas drôle. Bruel fait croire à sa famille qu'ils vont appeler son prochain fils, qu'ils vont l'appeler Adolphe. Puis là, ça dure pendant 1h15, 2 heures, je sais pas trop. Puis là, il dit, mais non, sans dessin, tu peux pas l'appeler Adolphe, voyons donc. C'est le personnage de l'histoire, tu peux pas, blablabla. Puis le gars, il est niaise tout le long. Puis là, je repensais à ce film-là. Puis je me disais, c'est moi le con, là, dans l'histoire, qui se fait niaiser. Puis je savais plus quoi dire, tu sais. Qu'est-ce que tu dis à un petit gars qui dit, je m'appelle Adolphe? C'est vrai. Regarde, je sais pas, on poursuivre ses parents. Je sais pas, moi, quoi dire, là. Tout était parfait. Le malaise total. Il y en a un qui dit, ouais, mais ça s'écrit pas avec un S, ça s'écrit PHE. Ah, ok, bon, c'est pas grave. D'abord, j'imagine. J'imagine. Puis quand je dis au petit cul, je dis, c'est quoi as-tu d'autres exemples de fascistes? Il dit non, il dit, j'en sais pas. Bon, je dis, évidemment. Fait qu'en tout cas, bref, c'est une drôle d'histoire. Puis c'était pas un mauvais petit gars. On a reparlé après. Ben fin pis tout, mais tu sais, je me dis, si tes parents te nomment Adolphe, ça se peut là, que tu sois un peu à droite, j'ai l'impression. Là. Par le climat familial, t'as l'impression? Peut-être que le grand-père s'appelait de même. Oui, peut-être que le grand-père y a demandé. Ouais. Non, mais les anciennes générations, ça, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, c'est pas. En tout cas, c'est parce qu'il y a une banalisation du régime nazi. Puis là, je me dis, OK, mais je fais quoi, moi, avec ça? Tu sais, c'est pas de sa faute, il n'a rien demandé. C'est pas lui qui a choisi son prénom. En tout cas, c'est à peu près ça. Fred Bérard, tout était parfait. Ce moment-là était parfait. Un gros merci de nous faire rire par tes chroniques sur Nouveau. Puis c'est le fun de te parler une fois de temps en temps. Ça fait plaisir, les amis, comme vous voulez. Salut! Salut!